Il y a des scènes que même les montagnes préfèrent oublier. Des moments si violents, si impensables, que le vent lui-même semble retenir son souffle. Ce jour-là, à Red Gulch, certains jurent avoir vu le diable traverser la poussière rouge. D'autres affirment que c'était un ange armé d'un fusil. Mais tous s'accordent sur une chose: quand la foule s'est rassemblée pour vendre une femme et son nouveau-né comme du bétail, quelque chose s'est brisé dans l'air, quelque chose qui n'aurait jamais dû se réveiller. Et personne n'imaginait que l'homme qui allait surgir n'était pas venu pour acheter, mais pour empêcher une tragédie qui aurait marqué l'Ouest à jamais. Le vent de printemps balayait la place de Red Gulch, soulevant des nuages de poussière rouge qui accrochaient la lumière comme des cendres. Les planches du vieux podium craquaient sous le poids d'une femme, Brenda Bell, les bras serrés autour de son bébé encore trop jeune pour comprendre la peur, mais déjà assez fragile pour en sentir l'odeur. Elle ne pleurait pas. Sa bouche était serrée, son cou tendu, ses yeux fixés droit devant elle. Son unique robe, déchirée à l'épaule, lui collait à la peau. Devant ses pieds, un panneau rouillé annonçait « Débitrice ». Brenda Bell. Femme. Un nourrisson. Mise en vente pour travail. Le marteau de l'enchérisseur claqua. On commence à $50 pour la femme et l'enfant. Des rires éclatèrent, des bottes raclèrent la poussière. 60. 65. Et elle cuisine nue, lança quelqu'un. Brenda resta immobile, serrant son fils contre elle. Elle scruta les visages. Aucun offrait de douceur. Son père, le révérend Jonah Bell, avait autrefois prêché ici la compassion. Cet homme-là n'était plus. Et le monde qu'il avait voulu défendre avait disparu avec lui. Appuyé contre un pilier, Silas Cromwell mâchonnait un cure-dent. Son manteau trop élégant tranchait avec la saleté ambiante. Son regard glissait sur Brenda comme un loup observe un animal déjà attaché. Il avait enterré son père, repris leur terre, et maintenant voulait ce qui restait d'elle. 80, annonça-t-il. Le commissaire leva la tête. 80 de la part de M. Cromwell. Qui dit 90 ? Brenda soutint le regard de Silas. Elle savait pourquoi il enchérissait, pas pour la sauver, mais pour la posséder. Pour effacer son nom, son histoire, sa dignité. 90. La foule se figea. Cette voix n'appartenait à personne d'ici. Un homme s'avança lentement. Il était grand, massif, la peau burinée par l'hiver, un manteau de cuir sur les épaules, les bottes encore couvertes de neige de la montagne. Un fusil pendait dans son dos. À sa main avançait une petite fille de 5 ans, silencieuse, vêtue d'une robe de laine et de mocassins tressés. Autour de son poignet brillait un bracelet de feuilles séchées. L'homme parla d'une voix calme, grave. « Stop !» L'enchérisseur déglutit. « Monsieur, les enchères ont déjà commencé. »« Je n'enchéris pas. » Un frisson parcourut la foule. Silas s'écarta de son pilier. « Qui diable es-tu » L'homme ignora la question. « Thorn Boone. » Un murmure traversa les rangs. Certains reconnaissaient ce nom, d'autres seulement la réputation qu'on lui prêtait. Thorn fixa la foule. « Ceci n'est pas une vente. C'est une pendaison publique à laquelle vous assistez sans la corde. Vos mères pleureraient de vous voir applaudir ça. »« Elle est débitrice, » répliqua Silas. « C'est la loi. »« Non, » répondit Thorn. « C'est ta loi. Ta manière de garder le pouvoir les mains sales. » Il décrocha lentement son fusil et le posa contre son bras, visible, mais sans viser. Son regard balaya les silhouettes. Aucun homme n'osa dégainer. Thorn se tourna vers Brenda. « Tu veux partir avec ton enfant ?» Elle hésita une seconde, mais la petite fille près de Thorn la fixait sans peur. Le bébé remua. Brenda hocha la tête. Mera, l'enfant, lâcha la main de Thorn et sortit de son sac un minuscule anneau de fleurs séchées. Elle grimpa sur l'estrade et le posa doucement près de la couverture du bébé. Personne ne rit. Silas cracha au sol. Touche-la, Boone était mort avant le coucher du soleil. Thorn leva enfin les yeux vers lui. Alors commence à creuser. La main de Silas frôla son holster. Aucune arme ne sortit. Les hommes reculèrent d'un pas. Thorn posa son fusil au sol, leva une main calme. Brenda descendit de l'estrade, sans trembler. Ses doigts touchèrent ceux de Thorn. Mera s'approcha, tirant légèrement sur le tissu de la robe de Brenda. Ils traversèrent la foule. Personne ne bougea. Le nord les accueillit avec le froid des pins et la fonte de neige. Thorn marchait en tête, scrutant chaque ombre. Derrière lui, Brenda tenait Luke contre son manteau. Mera suivait, légère et silencieuse. 3 destins arrachés au chaos, avançant vers un endroit que personne ne soupçonnait encore, la vérité que Thorn Boone cachait et que même les montagnes n'avaient jamais osé révéler.
Certains soirs dans les montagnes, on jure entendre des murmures que le vent ne transporte pas. Des voix basses, presque humaines, qui semblent prévenir d'un malheur avant qu'il n'arrive. Cette nuit-là, alors que Brenda respirait faiblement près du feu, Mera assoupie contre Luke, Thornboone sentit ces murmures remonter des pins comme un avertissement. Il savait que quelque chose approchait, peut-être la maladie, peut-être les hommes de Silas, peut-être un destin qu'il croyait avoir enterré. Une seule chose était sûre, le silence autour de leur cabane n'était plus un silence ordinaire. C'était celui qui précède les tempêtes que personne ne peut éviter. À la tombée du soir, Thorn affûtait sa lame sans dire un mot. Le feu projetait une lumière tremblante sur son visage, révélant des pensées qu'il ne partageait jamais. Brenda le regarda un long moment avant de demander doucement. « Depuis combien de temps vis-tu ainsi ?» Il leva à peine les yeux. « Cet hiver. »« Et la petite ?» ?»« Elle avait 2 ans quand je l'ai trouvée. » Brenda suivit son regard vers Mera, endormie sur la peau d'élan, près de Luke. « Oh !» Sur le sentier, après un raid. Son village brûlait. Je ne pouvais pas passer sans elle. Brenda resta silencieuse. Peu d'hommes auraient fait ça. Je ne suis pas comme les autres, répondit Thorn sans fierté dans la voix. Un matin, Brenda sortit chercher de l'air et trouva Thorn suspendant des herbes à sécher près de la fenêtre. Elle lui tendit la couverture déchirée du bébé. J'ai besoin de la recoudre, mais je ne sais pas faire. Thorn examina la déchirure, hocha la tête. Je vais t'apprendre. L'après-midi, elle suivait maladroitement ses instructions, l'aiguille tremblant entre ses doigts. Mera, assise à côté, observait chaque mouvement comme si elle apprenait une langue nouvelle. « Tu es patient » murmura Brenda. Thorn la contempla brièvement, puis regarda Luke dans ses bras. Certaines choses méritent qu'on prenne le temps. Ils entendirent les cavaliers avant de les voir. Des sabots frappèrent la pente ouest. Thorn se redressa immédiatement, regard durci. « Restez à l'intérieur » dit-il à voix basse. Il disparut entre les arbres. Brenda sentit son cœur battre comme un tambour. De longues minutes s'écoulèrent. Quand il revint, son visage était grave. 4 hommes. Pas des agents de loi. Les éclaireurs de Silas. Ils vont venir ici? Ils savent qui vit dans ces montagnes. Brenda serra Luke. Mera, assise près du feu, mâchait une tranche de pomme séchée. « Je ne veux plus fuir » dit Brenda d'une voix faible. « Tu ne fuiras pas » répondit Thorn. Cette nuit-là, il resta éveillé bien après que les braises eurent pâli. Sa carabine reposait sur ses genoux, et son regard scrutait la forêt avec une intensité inquiète. Aucun visiteur n'approcha, mais l'inquiétude demeurait. Le printemps s'installa lentement sur les hauteurs. Le matin, le brouillard glissait le long du ruisseau, la cheminée de Thorn envoyait dans le ciel des filets de fumée qui parfumaient la clairière. Brenda finit par ne plus sursauter au moindre bruit. Elle se levait avant l'aube, nourrissait Luke, allait puiser l'eau avec Mera, apprenait à marcher dans les bois sans casser les branches. Ses mains s'endurcirent. Son regard s'ancrait. Mera, jadis silencieuse, recommença à parler. Elle désigna des oiseaux, posa des questions sur les plantes, puis un matin releva la tête. « Miss Brenda ?» Brenda sourit, surprise. « Oui, mon cœur ? Je peux t'appeler Miss Brenda ?» Elle se pencha, lissa une mèche rebelle sur la joue de la fillette. « Tu peux m'appeler comme tu veux. » Mera lui rendit un petit sourire, puis courut vers le ruisseau. Thorn observait depuis la porte. Elle n'a appelé personne depuis plus d'1 an. Brenda inclina la tête. « Alors je suis honoré. » Parfois, Thorn emmenait Brenda dans la forêt. Il lui montrait comment vérifier les collets, distinguer les traces de lapin de celles du renard, goûter l'eau d'une source pour savoir si elle était saine. Un après-midi, cherchant du bois derrière la cabane, Brenda découvrit un petit tertre. Une tombe. Sous un sapin solitaire, une croix de bois sculptée. À son pied, un morceau d'étoffe rouge et des pommes de pin soigneusement disposées. Aucun nom. Juste un lieu empreint d'amour. Le soir venu, alors que Mera dormait, Brenda demanda. « Qui repose derrière ta maison ?» Thorn resta figé devant le feu. « Ma femme ?» Sonny. Brenda attendit. Elle était Shoshone. Je l'ai rencontrée pendant une mission de cartographie. L'armée pensait son village hostile. Ce n'était pas vrai. Nous nous sommes mariés en secret. J'ai quitté le service. Mais ils sont revenus, pour elle. Brenda posa sa main sur la sienne. Il ne la retira pas. Quelques jours plus tard, une violente tempête frappa les collines. Ils luttèrent pour sécuriser le bois sous une bâche, trempé jusqu'aux os. Le soir même, la toux de Brenda s'aggrava. Le lendemain, elle ne put se lever.
Sa peau brûlait, son souffle râlait. Luke pleurait, affamé. Mera, pétrifiée, se tenait à la porte. Thorn réagit aussitôt. Il enveloppa Brenda dans des couvertures, l'attacha contre son dos et confia Luke à Mera. « Ne me quitte pas. » Ils quittèrent la cabane juste après le coucher du soleil. Le ruisseau débordé les força à traverser à grands pas, l'eau glacée fouettant leurs jambes. Mera avançait derrière, Luke serré contre elle dans un PN du manteau de Thorn. Des heures passèrent, rythmées par le vent et les petits gémissements du bébé. Vers minuit, ils atteignirent une cabane éclairée par une lanterne. Avant même qu'ils frappent, la porte s'ouvrit. Une vieille femme aux cheveux gris, le visage marqué de suie, plissa les yeux. « Tu l'as amené trop tard. » « Je n'avais pas le choix. » Elle les fit entrer. Brenda fut allongée sur une couche de peau. La vieille pilait des herbes, allumait un mélange de fumée et de vapeur, appliquait une pâte fraîche sur sa gorge. Mera s'enroula autour de Luke, tremblante. Thorn resta immobile, penché sur Brenda, les doigts perdus dans ses cheveux. À l'aube, la guérisseuse s'assoupit près du feu. Thorn n'avait pas bougé. La première lumière filtrait par les fentes des volets. Brenda remua, la douleur battant encore dans son crâne. On raconte que certaines personnes reviennent de la mort avec un secret accroché à leur souffle. Que lorsque la fièvre s'éloigne, l'âme s'ouvre comme une porte mal refermée, laissant filtrer des souvenirs que l'on préférait oublier. Cette aube-là, alors que Brenda Bell reprenait conscience dans la cabane de la vieille guérisseuse, Thorn Boone savait qu'elle porterait désormais une fragilité nouvelle, un fil invisible qui la reliait à la mort. Il craignait que ce fil puisse se rompre à tout moment. Et pourtant, derrière cette peur vive, il sentait aussi monter quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le besoin de protéger quelqu'un plus que lui-même. Brenda ouvrit les yeux. Thorn était assis près d'elle, une main posée sur son front, l'autre tenant un linge humide. « Tu es en sécurité, dit-il doucement. La fièvre est tombée il y a quelques heures. » Près d'elle, Luke geignait sous une couverture. Brenda tendit la main. Thorn l'aida à le prendre contre elle. À leurs pieds, Mera dormait recroquevillée, serrant un lapin de bois. Elle n'avait pas quitté Brenda une seule nuit. « Combien de temps ?» murmura Brenda. « 3 nuits. Tu as failli ne pas t'en sortir. Tu m'as porté ?» Il hocha la tête. « Jusqu'à quelqu'un en qui j'ai confiance. » Brenda s'enfonça dans les fourrures. « Merci, Thorn. » Il détourna les yeux vers le feu. « Tu mérites de connaître la vérité. » Brenda releva doucement la tête. Thorn inspira longuement. « J'étais éclaireur, dit-il. Armée américaine. Fort Henry. Je cartographiais les terres tribales. J'étais doué. Trop doué. » Il marqua une pause. Un matin, le commandement a ordonné un raid. Il disait que le village était hostile. On les a encerclés à l'aube. C'était silencieux. Trop silencieux. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai rien dit. Sa voix se brisa légèrement. Quand les tirs ont commencé, ce n'était pas un combat. C'était un massacre. Des anciens, des femmes, des enfants. Ils ont couru, crié. Mon capitaine appelait ça un nettoyage. Moi, j'étais là, au milieu. Brenda retint son souffle. Ma femme était là, continua Thorn. Sani. Shoshone. Je l'avais épousée en secret l'année d'avant. Elle vivait dans ce village. Elle a été touchée avant que j'arrive jusqu'à elle, par l'un des miens. Je l'ai tenue jusqu'à ce qu'elle. Il n'acheva pas. Sous son corps, j'ai trouvé une fillette encore vivante. Mera. Je l'ai prise. Et je suis parti. J'ai déserté. Brenda posa sa main sur la sienne. Tu l'as sauvée. Non, elle m'a sauvé, répondit-il. Un lourd silence s'installa. Le feu craqua doucement. À des kilomètres de là, dans un saloon enfumé de Red Gulch, un avis était cloué au mur. Récompense 2 cents $ or Brenda Bell, veuve. Enfant intrus. Vivant ou mort. Signé, Silas Cromwell. 3 hommes s'avancèrent, lisant l'avis. J. Colday, grand, silencieux, un regard vide comme une bouteille cassée. Johnny Creek, petit, cruel, la dague toujours prête. Old Dan, massif, chewing-gum éternel entre les dents. Ils acceptèrent la chasse avant même la fin de l'annonce. Cette nuit-là, dans les montagnes, l'air devint glacial. Brenda, se sentant mieux, alla rincer quelques vêtements près du ruisseau. La lune projetait des ombres profondes. Elle lavait la couverture de Luke quand un craquement retentit derrière elle. Dans la cabane, Thorn s'immobilisa. Quelque chose avait changé. Il prit son fusil et sortit. Brenda se retourna.
Une main se posa sur son épaule. Ne crie pas, souffla Coldey. Un coup de feu claqua. Johnny Creek tomba derrière un tronc, le sang éclaboussant les rochers. Thorn surgit de l'obscurité, fusil levé. Coldey poussa Brenda pour fuir, mais Thorn tira encore. Le deuxième homme s'effondra, bras ouverts dans la boue. Holdan s'enfuit, blessé au mollet. Brenda se jeta sur Luke, le couvrant de son corps. Thorn observa les cadavres, le visage dur comme la pierre. Du sang fonçait son poignet. De retour dans la cabane, Mera tremblait près du feu. Thorn verrouilla les portes, resta immobile. « On ne peut plus rester ici, dit-il enfin. » Le lendemain, ils partirent vers Edenberg Valley. Le chemin serpentait entre des pins serrés, des crevasses étroites, des senteurs d'écorce mouillée. Thorn marchait en tête, Mera serré derrière lui. Brenda suivait, Luke contre son cœur. 2 jours plus tard, les arbres s'écartèrent. Un vaste vallon apparut, maisons sur pilotis, fumée grise, ruisseau clair, enfants courant pieds nus. Le dernier endroit où j'ai été accepté, dit Thorn. Les habitants sortirent, arcs et lances levés. Un homme aux cheveux gris et au gilet perlé s'avança. Noine, dit Thorn avec respect. Il posa un genou à terre, frappa 3 fois un petit tambour. Tu reviens avec des fantômes, dit Noine en Shoshone. Je reviens avec la vérité. Noine hocha la tête. Ils furent autorisés à entrer. Installés dans un pavillon d'hôtes, Brenda aidait, cuisinait, cherchait des herbes, veillait sur les enfants. Mais les regards restaient froids, silencieux. Jusqu'à ce qu'une nuit, un cri transperce le village. Une jeune femme venait d'entrer en travail, trop tôt. Il existe des tempêtes qui ne viennent pas du ciel. Elles naissent dans les cœurs, dans les secrets trop longtemps tus, dans les menaces qu'on croyait éloignées. Cette nuit-là, alors que Edenberg Valley dormait sous un voile de pluie froide, Brenda sentit que quelque chose grondait derrière les montagnes, quelque chose qui n'avait pas encore de forme mais déjà une odeur, celle du danger. Elle ne savait pas encore que les heures suivantes changeraient non seulement leur destin, mais aussi celui de tout un peuple. Et lorsque l'aube se leva, il était déjà trop tard pour reculer. La jeune femme en travail hurlait, sa mère pleurait, incapable d'agir. La sage-femme, figée par la panique, ne faisait qu'ouvrir et fermer les mains. « Je peux aider » dit doucement Brenda. D'abord, le doute passa dans les yeux des femmes. Puis la peur prit le dessus. Elles la laissèrent entrer. Brenda s'agenouilla, respira profondément, et guida la jeune femme avec une patience ferme. Elle lui apprit à respirer, à pousser au bon moment, à ne pas se laisser envahir par la douleur. Les heures s'étirèrent. À l'aube, l'enfant naquit rouge, criant, vivant. La mère fondit en larmes, s'écroulant contre Brenda. « Merci » souffla-t-elle. Le lendemain, Brenda traçait des lettres dans la terre pour un groupe d'enfants curieux. « Ça, c'est un A » dit-elle. Ils éclatèrent de rire en répétant les sons maladroitement. De loin, Noine observait, silencieux. Quelques jours passèrent avant qu'il ne parlât Thorn près de la rivière. « Tu as amené ici une femme qui porte la force de 2 vies, dit-il. « Elle n'a jamais cessé de porter les autres, répondit Thorn. 2 jours plus tard, avant l'aube, le sol se mit à vibrer. Des sabots résonnèrent au-delà de la crête. Les tambours d'alerte battirent lentement. Thorn sortit du longouz, l'âme à la ceinture. Brenda se plaça dans l'embrasure de la porte, Luke serré contre elle. Mera lui tenait la main. Silas Cromwell entra dans le village, 10 hommes armés derrière lui. Leurs fusils brillaient, mais leurs yeux étaient sombres. « Boum » hurla Silas. « Je sais que tu es là. Je sais ce que tu caches. » Les habitants formèrent une ligne silencieuse, un mur vivant entre les intrus et leur maison. « Vous avez 1 minute pour livrer la femme et l'enfant » cracha Silas. « Ou ce village brûle. » Personne ne bougea. Thorn avança. Noine à sa droite. Un ancien guerrier tenant une lance à sa gauche. « Allume un feu ici, dit Thorn calmement, et la montagne se souviendra de toi. »« Tu crois qu'ils mourront pour toi » ricana Silas. « Ils ne meurent pas pour moi, répondit Thorn. Ils tiennent debout pour ce que tu n'as jamais possédé, l'honneur. » Un silence dense tomba. Le vent tourna. Un cavalier glissa une main vers sa carabine. Silas fit un geste. Noine leva la main. 20 arcs se levèrent en un mouvement parfait, tendus vers Silas et ses hommes. Silas pâlit. « Ce n'est pas fini » gronda-t-il. Il tira sur les rênes, fit volte-face. Les hommes le suivirent dans les arbres. Brenda rejoignit Thorn. « Et maintenant » Il regarda les sommets. « Maintenant, on se prépare. » Le ciel se déchira comme un tambour de guerre.
Des nuages noirs roulèrent sur Edenberg Valley. La grêle tomba, martelant les toits et blanchissant la terre. Elle sonnait comme des sabots. Au centre du village, Thorn se tenait trempé, son manteau lourdeau. Il tenait un journal en cuir, gonflé par l'âge. Autour de lui, les habitants se rassemblaient, Brenda serrant Luc, Mera blottie contre elle. Silas surgit à nouveau avec 10 hommes armés. La tempête ne faisait que renforcer sa haine. Thorn leva le journal. Cela appartenait à Jonabel, dit-il. Un homme de vérité. Silas se crispa. Thorn ouvrit le livre. Malgré la pluie, l'écriture fine restait lisible. Ici sont consignés des mensonges achetés par l'or, des terres volées, des témoins réduits au silence. Un murmure parcourut la foule. 5 août 1868, lut Thorn. Une donation extorquée. Signée par un homme mort depuis 2 jours. Puis, 3 septembre 1870, une prime. La cible? Une femme Shoshone. Ma femme. Le visage de Silas devint livide. Ils ne te croiront jamais, hurla-t-il. Je n'ai pas besoin de les convaincre. Un ancien s'avança. J'ai vu ses signatures. J'ai vu le traité brûlé. Une femme ajouta. Mon mari a perdu nos terres pour un contrat que nous n'avons jamais signé. Brenda leva la voix. Mon père écrivait pour protéger la vérité. Et la vérité ne meurt pas, monsieur Cromwell. Les mercenaires échangèrent des regards. Le doute rampa dans leurs yeux. Les mots ne t'arrêteront pas, hurla Silas en dégainant. Mais personne ne leva son arme. Ce n'est pas ce pourquoi on est venu, dit un homme en reculant. Tu te débrouilles seul, ajouta un autre. Silas se retourna, mais la foule l'entourait. Le calme s'était fait faire. Thorn s'avança, sortit un petit paquet de sa poche. Tiens, Brenda. Elle l'ouvrit. Une croix en bois, usée, chaude. Je l'ai trouvée dans la chapelle de ton père. Je l'ai gardée. Pourquoi? Parce qu'il m'a sauvé. Et toi aussi. Brenda referma ses doigts sur ceux de Thorn. Alors donne-la à l'homme que tu es devenu. Silas lâcha son revolver dans la boue. Noine parla, cette terre ne craint plus ton nom. Silas fut ligoté et emmené. La grêle cessa. Le ciel s'éclaircit. Un chapitre se referma. Mais dans la cabane de Thorn Boone, un autre se préparait. Il roula sa couverture, vérifia son couteau, ajusta son fusil. Mera le regardait, muette, le lapin de bois serré contre elle. Thorn évita son regard. Sortit dans le crépuscule. Il marcha jusqu'au promontoire où reposait Sonny. Mais il n'était pas seul. Quelqu'un l'avait suivi. On dit que les hommes qui portent trop de deuil finissent par disparaître dans leurs propres ombres. Mais parfois, une voix, un pas, un souffle suffit à les ramener du bord du précipice. Cette nuit-là, sur la hauteur humide où reposait Sonny, Thorn Boone crut d'abord entendre le fantôme de son passé. Mais ce n'était pas un souvenir qui approchait. C'était un choix. Un choix qu'il fuyait depuis des années, un choix qui prit soudain forme dans la brume, celui de vivre ou de continuer à se laisser mourir. Et quand il se retourna, il sut que la réponse n'était plus enfouie dans la terre, mais dans les yeux d'une femme encore debout. Il l'entendit avant de la voir, un froissement de jupe, des pas prudents sur la terre mouillée. Brenda se tenait au bord de la clairière, les bras croisés, les cheveux relevés comme le jour où elle avait affronté l'enchère. « Je savais que tu viendrais ici, dit-elle doucement. Thorn détourna le regard. « J'avais besoin d'espace. »« De quoi ?» demanda-t-elle en avançant. « De moi ? De ? Ou de la partie de toi qui ose vouloir quelque chose encore ?» Il resta muet. Elle continua. « Tu peux continuer à fuir. Tu es devenu expert. Enterrer ton passé sous les aiguilles des pins. Partir avant que quelqu'un ait besoin de toi. » Mais il ne se tourna pas. « Je ne suis pas ton passé, murmura-t-elle. Ni Luc. Ni Mera. Nous sommes juste là. Et tu dois choisir. » Il serra les poings. « Brenda, je ne suis pas un homme qui mérite une deuxième chance. » Elle reprit, d'une voix douce. « Alors ne la prends pas pour toi. Prends-la pour eux. » Un silence large comme la vallée les enveloppa. Puis Thorn se retourna enfin. Son visage était mouillé, pas de pluie, mais de larmes oubliées. « Tu es la seule chose que je ne me suis jamais permis d'espérer, murmura-t-il. Brenda s'avança. « Tu n'as plus besoin d'espérer. Tu peux vivre. » Il leva une main hésitante, comme si le geste pouvait se briser. Elle ne bougea pas. Ses doigts calleux effleurèrent sa joue avec une délicatesse presque sacrée. Il posa un baiser lent sur son front, un serment, une guérison, un commencement. Elle ferma les yeux. Lui aussi.
Et pour la première fois depuis des années, Thornboon cessa de fuir. Le printemps revint à Edenberg Valley. Des fleurs sauvages poussèrent entre les racines des pins, les rivières débordaient d'eau de fonte. Au bord de la forêt, une petite cabane de rondins fumait tranquillement. Des poules picoraient près des marches. Un jardin fraîchement retourné offrait ses premières pousses. À l'intérieur, les murs résonnaient de rire. Brenda, agenouillée devant une table basse, aidait un groupe d'enfants, chochonis comme colons, à tracer des lettres sur des tablettes d'argile. Mera corrigeait un petit garçon avec une patience étonnante. « Pas à l'envers, Jonah, dit-elle. Comme ça. » Brenda sourit, lui ébouriffa les cheveux. « Tu es une sacrée maîtresse, Mera. » La fillette rougit, mais accepta le compliment. Dehors, Luke avançait en vacillant dans l'herbe, bras tendus pour garder l'équilibre. Son rire résonnait comme un chant d'oiseau. Thorn marchait derrière lui, ombre protectrice et fière. Quand le soleil plongea derrière les montagnes, teintant la vallée d'or, Thorn s'assit seul à l'établi près de la fenêtre. Une feuille de parchemin l'attendait, un pot d'encre ouvert. La vieille croix de bois reposait à côté. Il trempa la plume, lentement, puis écrivit. « Émilie, 1 an a passé depuis que la neige a fondu sur ta tombe, et pas un jour ne s'écoule sans que je pense à toi. Tu fus ma première lumière, celle qui m'a retenu quand la guerre voulait me dissoudre. » Il s'arrêta, regarda dehors. Luke, maintenant assis sous un cèdre, jouait avec Mera. Le vent agitait les branches. J'ai cru que je n'avais plus que des ombres. Que je marcherais seul sur les crêtes, parlant au vent et aux fantômes. Une brise souleva le rideau. Puis une femme est arrivée, avec du feu dans les yeux et un enfant dans les bras. Elle m'a rappelé que le monde ne fait pas que prendre. Parfois, il rend. Elle n'était pas toi, mais elle portait la même force que tu admirais, la même espérance que j'avais enterrée. Son regard glissa vers le foyer où Brenda berçait Luke, chantonnant un air si doux que même les montagnes semblaient écouter. Je ne savais pas que j'avais le droit de vivre encore. Il signa soigneusement, puis murmura la dernière phrase. J'ai retrouvé une raison de vivre. Il plia la lettre, l'attacha d'une ficelle, la glissa sous la croix. Dehors, le printemps poursuivait son œuvre. Et l'homme qui croyait n'avoir plus de place au monde avait enfin trouvé un foyer.